1992 et l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, des négociations interétatiques ont lieu chaque année pour définir les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, ces négociations ont été principalement investies par des États, des experts sur le climat, donc des acteurs hautement techniques. C'est pourquoi les acteurs de la société civile sont restés le plus souvent en marge de ces espaces. Cependant, depuis l'échec retentissant de la 15e conférence des parties, la COP15, qui avait eu lieu à Copenhague en 2009, les arènes climatiques internationales se sont de plus en plus ouvertes à la participation de la société civile. Par exemple, on peut mentionner dès 2008 la création du Forum international des peuples autochtones sur les changements climatiques, qui permet aux peuples autochtones de définir au préalable leurs revendications principales à porter aux négociateurs officiels. On peut mentionner aussi l'exemple de la création du pavillon autochtone en 2014 lors de la COP20. Pourquoi ? Parce que pour la première fois, une conférence internationale sur le climat était organisée dans un pays amazonien, au Pérou. Et donc cela a marqué une opportunité pour les acteurs, notamment les peuples autochtones, d'avoir leur propre espace de revendication. Ces acteurs de la société civile vont obtenir des avancées majeures, notamment sur les thématiques de la déforestation. Peut-être rappelons que la déforestation contribue à près de 17% aux émissions de gaz à effet de serre totales, donc ce n'est pas un moindre enjeu. Et en 2007 est créé un mécanisme important qu'on appelle le REDD+, le mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Ce mécanisme va représenter un tournant majeur pour la société civile d'obtenir davantage d'inclusion et de participation dans les négociations climatiques. Pourquoi ? Car le rôle des communautés locales et autochtones dans la mitigation des émissions de gaz à effet de serre va être de plus en plus reconnu à l'international. On va reconnaître leur rôle dans la conservation du carbone contenu dans les forêts sur leurs territoires locaux. De plus, le régime climatique va évoluer petit à petit d'une approche basée sur la mitigation vers une approche basée sur l'adaptation, qui va de plus en plus bénéficier aux pays en voie de développement. Mentionnons peut-être l'exemple du Fonds vert pour le climat, qui a été créé en 2010 et qui représente une formidable opportunité pour la société civile d'avoir beaucoup plus de financement dédié à ce type d'acteurs et une nouvelle légitimité à participer au sein des arènes internationales. Donc, on va observer finalement, au travers de ces différentes conférences sur le climat, une évolution de la position des acteurs de la société civile, qui initialement étaient plutôt contestataires, et ils vont devenir de plus en plus ouverts à obtenir et à tirer profit de ces opportunités internationales. Un des acteurs majeurs, c'est la COICA, la coordination des organisations autochtones du bassin amazonien. C'est l'acteur qui va marquer le plus de changements dans les arènes climatiques internationales. Initialement, comme je l'ai dit auparavant, cet acteur était plutôt contestataire. On peut mentionner, par exemple, en 2010, l'opposition marquée de la COICA contre REDD+, à travers le slogan « Pas de droit, pas de REDD ». En effet, donc, les programmes REDD+, sont largement critiqués pour leur manque de légitimité démocratique, c'est-à-dire qu'ils ne se basent pas sur la légitimité des États, mais sur des mécanismes de marché difficilement contrôlables. Et de plus, comme souvent, les organisations de la société civile ne sont pas incluses dans les mécanismes de définition et de mise en œuvre des programmes REDD+. Donc, pour répondre à ces critiques, ONURED, qui est l'organisation qui coordonne le programme REDD, a peu à peu évolué vers une approche basée sur les droits, en incluant ce qu'on appelle des garde-fous. Donc, les garde-fous visent à éviter les effets négatifs des programmes REDD+, par exemple en termes de droits de l'homme, en termes de conservation de la biodiversité, par exemple. Plus largement, ces garde-fous font écho à la reconnaissance en 2010 des accords de Cancun, qui reconnaissent donc 7 garde-fous au programme REDD+, dont l'un qui nous intéresse ici, qui mentionne qu'il faut accorder une participation entière et effective des parties prenantes concernées, c'est-à-dire des peuples autochtones et des communautés locales. Donc, suivant cette évolution, la COICA de plus en plus va se saisir des programmes REDD+,
pour obtenir gain de cause dans ces revendications, c'est-à-dire faire reconnaître les droits territoriaux auprès des gouvernements. La COICA va être aussi à l'origine du développement de diverses alternatives à RAID. Mentionnons par exemple la création en 2011 du RAID autochtone amazonien. Le RAID autochtone amazonien a comme principal objectif la revendication de droits de propriété sur 100 millions d'hectares de forêt amazonienne. Plus précisément, on peut mentionner 3 objectifs du RAID autochtone amazonien. Premièrement, l'inclusion des programmes RAID dans les politiques publiques nationales étatiques, c'est-à-dire qu'on vise à redonner à l'État le contrôle en fait, de ces programmes. Un second objectif, c'est la réorientation des fonds climatiques internationaux sur l'enjeu des droits territoriaux et de la démarcation des terres autochtones. Et un dernier objectif, c'est la reconnaissance d'indicateurs non pas seulement tournés sur la séquestration du carbone, mais également de reconnaître des indicateurs culturels ou ancestraux. Donc, les avancées internationales de la COICA vont donner des idées à d'autres réseaux, à d'autres acteurs qui vont chercher à reproduire ces alternatives, mentionnant la création en 2014 d'une alliance globale des gardiens des forêts tropicales qui va associer non plus seulement l'Amazonie, mais également les forêts de Mésoamérique, du bassin du Congo et d'Indonésie. 4 revendications principales sont portées à travers cette alliance globale des forêts tropicales. Le respect et la reconstruction de la territorialité ancestrale, des financements climatiques mais qui soient territoriaux, l'autodétermination et le consentement libre, informé et préalable, et la non-criminalisation des défenseurs environnementaux. Donc, par exemple, on peut mentionner un acteur intéressant qui va reproduire des schémas similaires à la COICA, qui est l'Alliance mésoaméricaine des peuples et forêts, l'AMPB. Par exemple, celle-ci propose de créer un fonds climatique territorial mésoaméricain. Pourquoi? Puisque jusqu'alors, l'Amazonie tirait profit et avantage de sa large visibilité internationale et captait en fait tous les fonds internationaux. Ce qui fait que les autres bassins forestiers avaient très peu d'opportunités. Et donc, le but de l'AMPB, c'est donc de recapter ces fonds en faveur des territoires mésoaméricains. Cependant, pour conclure, mentionnant diverses limites à cette participation, d'un côté, de nombreux leaders autochtones et communautaires mentionnent les difficultés à représenter effectivement les demandes locales. Ceci est dû à divers conflits internes au sein des réseaux nationaux et locaux et des critiques qui émergent depuis l'échelle locale sur la légitimité finalement de ces leaders à les représenter. Une autre limite, c'est la prise en compte effective des demandes autochtones et communautaires par les négociateurs officiels. Il y a vraiment une barrière qui se maintient entre l'espace de la société civile et l'espace officiel. On peut mentionner ici les limites dans l'adoption de l'accord de Paris en 2015 lors de la COP 21, puisque les droits de l'homme n'ont pas eu la place qu'auraient espéré finalement les acteurs de la société civile. Les droits de l'homme ont été retirés de l'article 2 qui définit les objectifs de l'accord. Et donc, ces droits de l'homme possèdent beaucoup moins d'effectivité dans l'accord final. Toutefois, on peut terminer sur une note plus positive en mentionnant que l'accord de Paris, par exemple, ouvre une opportunité vers la création d'une plateforme onusienne pour l'action climatique des communautés autochtones et locales, donc qui laisse penser peut-être à l'ouverture prochaine de davantage d'espaces de participation de la société civile.